Salut, bienvenue sur Radio Plouf. Je suis hyper content de vous retrouver pour ce premier plateau radio. Je suis en compagnie d'Alexandre. Comment ça va, Alexandre ? Ça va super, et toi, Julie ? Bah ouais, ça va bien. Avec Alexandre, on va être là pendant 2 heures sur Radio Plouf. C'est nous qui allons animer ce plateau radio. On est en bonne compagnie aujourd'hui. On est aux côtés de Émilie Yakish, c'est la co-directrice des Francopholies de La Rochelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Plouf. Bonjour. Pendant 2 heures, on va parler un petit peu du contexte actuel des festivals en ce moment et également de comment ça se passe en ce moment pour les femmes dans le monde de la musique. Et donc on va parler de ça pendant 2 heures. Il y a également des artistes qui vont nous accompagner et qui vont venir animer cette table ronde. On a également Titouan et Manon. Et Manon, c'est les 2 cofondateurs de Radio Plouf. Enfin de Radio Plouf un petit peu oui, mais du festival Boire la Tasse. Bienvenue à vous 2. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est grâce à vous qu'on est réunis ce soir. Le festival Boire la Tasse, c'est un festival pop électronique, engagé aussi pour la diversité, l'équité, la protection du littoral. Votre festival, il a vu le jour il y a 3 ans maintenant. Et vous êtes tout jeune, vous avez une 30aine d'années. C'est pas comment de se lancer aussi jeune dans un festival. Personne n'a 30 ans encore, hein, je précise, parce que ah bah, vous avez ça va nous mettre un petit Vous coup êtes de jeune, blues. vous êtes jeune. Oh, vous êtes jeune. On y va. On est encore un peu jeune, je crois. Vous êtes encore un peu jeune. Qu'est-ce qui s'est passé justement il y a 3 ans ? Pourquoi vous avez eu envie de créer le festival Boire la Tasse ? Eh bien, le festival Boire la Tasse, en fait, c'est surtout né d'une amitié, je pense. Titouan et moi, on s'est rencontrés pendant nos études. Et on était tous les 2 en prépa littéraire option musique. Et on s'est tout de suite rendu compte qu'on avait chacun une passion pour la musique et surtout une passion de faire des choses en dehors du contexte des études et de fédérer des copains autour d'un projet chouette. Donc c'est surtout né de ça. Et puis Titouan était Rochelais, Titouan est Rochelais. J'étais Rochelais, j'ai été déchu. Et moi, normande à l'origine, mais pas mal de choses m'ont menée à La Rochelle. Et ma famille est maintenant en grande partie à La Rochelle. Et donc on a voulu en fait créer un projet ensemble autour de ça, dans ce cadre, dans un cadre maritime. L'idée c'était vraiment d'allier notre passion de la musique, le besoin et l'envie de fédérer des gens autour de nous pour un projet chouette et le côté nature, mer et bord de mer. En fait, c'est pas notre métier. Moi, c'est pas mon métier de monter des événements. Manon non plus. Mais on faisait tous les 2 des choses dans la musique. Parce que toi, t'es quand même pianiste classique. En fait, au moment où on s'est rencontrés en prépa, elle venait de faire le choix de faire des études plutôt longues, mais pas de devenir musicienne professionnelle, en tout cas dans un circuit classique. Et moi, j'étais plutôt en train de faire le choix inverse, de me dire, oh là, les études c'est très cool, mais je vais peut-être aller vers que de la musique. Et on a eu envie de se fédérer autour d'un projet qui était ni que l'univers de l'un, ni que l'univers de l'autre, quoi. Et on a appris ensemble. J'étais peut-être un peu avancé sur des trucs de technique parce que je faisais des concerts, mais en vrai, on était tous les 2 aussi largués, je pense. Mais est-ce que quand vous étiez plus jeune, c'est un truc que vous avez déjà imaginé de créer un festival ? C'est déjà l'une de vos envies ou pas ? Ah, je sais pas. Moi, c'est un truc qui arrive beaucoup dans ma famille, ouais. On a tous chacun quasiment soit créé un festival, soit on travaille dans des festivals. Ma sœur Justine qui travaille aux Francopholies, que connaît bien Émilie donc. Et puis, dans ma famille, c'est... Comment dire, on l'a jamais conscientisé, je pense, mais on se retrouve tous à travailler autour de l'événementiel, de la musique et des festivals. Moi, j'ai découvert ce truc il y a 15 jours. Elle m'avait pas dit. Ah oui, elle me dit, ma grand-mère aussi, elle organisait un festival. Ah ouais. Et tout. Je fais, mais qui a des grands-parents qui organisaient des festivals, en fait? C'est vrai. Et vous, Émilie, comment vous êtes rentrée dans le milieu des festivals ? Oula, alors bonne question. Donc moi, je suis pas rochelaise, je suis rochelaise depuis 24 ans, depuis que je travaille aux Francopholies. À l'origine, je suis du Tarn-et-Garonne, donc moi j'ai grandi dans un tout petit village. Et moi, la première rencontre avec les festivals, c'est vraiment la rencontre avec La Rochelle. Moi, ce qui m'a plus portée et motivée à me lancer dans cette voie, c'est que dans ce petit village dans lequel j'étais, ou dans mon école à l'époque, j'étais présidente du comité des fêtes. Je ne sais pas si c'est des choses qui existent par ici, mais vraiment d'organiser la fête du village. Et en fait, moi j'ai fait des études de commerce, pour tout vous dire, avec une spécialisation qui n'était pas mon choix premier, qui était création d'entreprise PME, PMI. Okay. Et mon stage de fin d'études devait être restructuration de la force de vente ou quelque chose comme ça. Et j'avoue que je n'avais aucune inspiration, mais inspiration zéro. Zéro. Et donc le stage était pour janvier. Et donc, fin novembre, mon prof finit par me dire, écoute, là, tu as le week-end.
et lundi, tu reviens avec des idées de stage, où tu veux, dans ce que tu veux. Je te donne plus aucune contrainte de quoi que ce soit en lien avec tes études, mais il faut que tu trouves un stage, autrement tu n'auras rien. Et donc j'ai eu 2 jours, j'ai eu 48 heures pour me dire... Au regard de ce qu'on nous disait pendant ces études, vous avez intérêt d'aimer votre métier parce que vous allez y passer 90% de votre temps. Je me suis dit, bon, ok, Mazette, qu'est-ce que tu aimes faire pour y passer, enfin voilà, pour te lancer puisque tu as le choix. Et finalement, ce comité des fêtes ou ces assos d'organisation de soirée à l'école, ben ça me plaisait, quoi. Je me levais le samedi matin à 8h, je faisais les comptes rendus, j'allais faire les courses, je faisais les affiches, je programmais les artistes, je faisais les déclarations SACEM, je servais au bar. Enfin, tout ça, tout ce qui était événementiel, qui fédérait des gens, ça me plaisait beaucoup. Donc finalement, je me suis dit, j'ai candidaté dans des festivals, mais donc j'ai candidaté, je vous fais rire, donc au Festival de Cannes, assez évident, au Festival de surf, minimum pour un premier job, au Festival de surf à Osgore, donc je sais pas s'il existe toujours, et au Francophonie de La Rochelle, et sans jamais être venu ni au Franco ni à La Rochelle, sans connaître personne dans la musique, sans... Mais tu connaissais pas Jean-Louis Foulquier, tout ça? Je connaissais pas Jean-Louis Foulquier, juste j'avais hasard, aucun quoi. réseau. Mais du coup, comment t'es tombé sur les Franco? Parce que faut le faire pour tomber sur les Franco à cette époque-là, j'imagine. Alors... Les Franco ont 41 ans. En fait, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Jean-Louis Foulquier qui a créé les Francopholies et qui était rété. Parce que du coup, vraiment, il est né ici, il a grandi ici. Il était animateur de radio sur France Inter. Et c'est vrai que, de fait, dès la première édition, tous les concerts étaient retransmis sur la radio, sur France Inter. Et donc, ça a donné très vite un écho national, voire international au festival. Et donc, je pense que moi... Dans ma petite campagne, d'une manière ou d'une autre, les Francophonies de La Rochelle, c'était pour moi aussi connu que le Festival de Cannes. Plus que d'autres festivals, ouais, en musique. Plus que d'autres festivals. Alors après, il y en a d'autres que j'ai pas cités. J'ai aussi candidaté au festival Alors Chante, ça s'appelait à Montauban, enfin des choses qui étaient plus en proximité. Mais voilà, Francophonie de La Rochelle, c'était un nom que j'avais, comme j'avais cette ouverture d'espèce de carte blanche et donc j'ai envoyé mes lettres de motivation. Et les Franco m'ont rappelé. Et donc, vous avez commencé par un stage et après, l'aventure, elle a débuté pour 24 ans. Et j'ai commencé par un stage, voilà, et sur la partie des partenariats, j'étais Justine Fabre. Mais non. Ben oui, voilà. Incroyable. J'étais la sœur de Manon, ou à peu près. Et puis après, j'ai fait un remplacement maternité sur tout ce qu'on fait en termes d'éducation artistique et culturelle. Et voilà, et de fil en aiguille, après j'ai eu un CDI. Et après, j'ai toujours fait des choses un peu différentes et l'histoire a commencé à s'écrire. Donc c'est comme ça que ça a débuté, même si cette intro était un peu longue. Non mais c'est chouette, je me permets de réagir là-dessus parce que nous, avec l'association Café Noir et toutes les premières choses qu'on a montées ensemble avec Manon ou sur lesquelles je lui dis viens bosser avec nous, on vient vraiment de ce truc fête de village, programmation 14 juillet, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a commencé à avoir entre guillemets des ambitions de programmation culturelle, parce qu'on s'est dit mais en fait c'est super dur d'être bien payé dans les bars et tout. Les mairies ils ont quand même un minimum d'argent, mais en fait on peut ramener des groupes cool. Pourquoi on serait obligé d'avoir que des groupes amateurs ou que des reprises? Pourquoi on n'amènerait pas autre chose? Et de fil en aiguille, l'idée d'un festival elle a suivi, mais elle a suivi sur un temps très long. On a mis 10 ans quasiment entre le moment où on a commencé à se servir de cet assaut et le moment où on s'est dit on fait un festival. Mais là, Manon et Titon, on peut s'attendre à quoi en termes d'ambiance pour ce soir? Il y aura qui comme artiste qui va être présent sur la scène de Bord-la-Tasse? On peut s'attendre à quoi? Est-ce que là, on va commencer à danser bientôt? Techniquement, on a un peu déjà commencé à danser. Regardez derrière nous, si on arrête de parler. Ah, on entend Juliette. On entend Juliette Magnévasova qui a commencé à ouvrir sur la scène du Plongeoir. Et avant Juliette, on avait Romy White au chapiteau, qui a commencé avec... En fait, ce que je trouve chouette dans notre programmation, sans vouloir nous lancer trop de fleurs, c'est que on coupe un peu avec l'idée que les DJ sets doivent arriver après minuit et les lives en début de soirée. Et qu'on peut être dans une ambiance vraiment de fête et de grosse danse. Et puis ensuite, un peu plus tard, un moment plus calme... donc voilà, ce sera Juliette et puis ensuite on va continuer avec, alors je les ai plus dans l'ordre mais on aura Miel de Montagne. Ouais, on a Hugo Pillard sur la scène du chapiteau, après on a Miel de Montagne, après on a Martha et on finit avec Jabberwocky et Nadjet avec ses danseuses sous le chapiteau. Donc on va en fait vers le club mais en partant
En fait, moi, j'aime bien construire les programmations comme des DJ sets. Et je trouve qu'en début de soirée, quand tu mixes, tu vois, là, par exemple, on est un peu en début de sunset. On a envie de, je sais pas, peut-être d'écouter de la bossa ou un truc un peu chill et tout. Et je pense que c'est pareil quand t'es festivalier au final. Et petit à petit, plus la nuit tombe, plus on a envie de danser, de taper du pied et tout. Et donc la programmation est un peu pensée comme ça. L'année dernière, on n'avait pas forcément fait ça. On avait commencé direct avec un live quand même qui envoyait pas mal. Mais parce qu'on avait que des DJ sets derrière. Donc on s'est dit, bon, on peut mettre un live, mais il faut qu'on annonce la couleur, sinon ça va être trop violent. Et du coup, là, pour les éditions prochaines, est-ce que c'est une envie de votre part de proposer davantage d'artistes qui viennent de la scène pop et faire un mélange entre la pop et les DJ? Comment vous imaginez la suite? En fait, donc là je parlais de à la fois cette identité live électronique, c'est ce qu'on cherche à maintenir en fait au niveau de la DA, qui est une DA très large en fait, parce qu'on peut rentrer plein de choses dedans. Mais ouais, l'idée je pense de ne pas segmenter forcément les genres, que ce soit même au sein de la scène électronique ou dans les lives. Moi, j'aimerais bien aussi à terme qu'il y ait peut-être des concerts de jazz, des concerts classiques, qu'on puisse encore plus hybrider en fait la prog. Mais bon, c'est quand même Titouan qui est à la manette de la prog, même si on en parle ensemble. C'est en vrai, on en parlait justement par rapport au futur du festival. On est clairement une trop petite équipe. C'est un peu gargantuesque cette année ce qu'on a dû faire avec si peu de gens. Et du coup, passe à la trappe un peu des espaces que chacun pourrait avoir sur ce qui nous plaît le plus. Donc moi, par exemple, je me retrouve à faire la programmation et les partenariats parce que je suis artiste de tournée, donc je connais plein de groupes, ça va aller plus vite, je connais les tourneurs et tout. Mais en soi, j'aimerais bien que Manon ait plus de place là-dedans. Elle aussi, ça la branche bien. Moi, je serais content de faire plus de la scénographie. C'est souvent, des fois, les casquettes, tu les choisis pas tant que ça, tu les subis et j'imagine qu'avec le temps, tu finis par faire vraiment ce que tu veux. Et est-ce que des fois c'est pas trop dur de pas vouloir se freiner pour pouvoir quand même faire les choses, mais en même temps pas se mettre trop de pression? Tu veux dire au niveau de l'ambition? Ouais. C'est dur de pas avoir trop d'ambition? De jauger l'ambition je sais pas ce que t'en penses. Jauger l'ambition. Jauger l'ambition? Manon, elle m'appelle Napoléon. Un beau surnom. Ouais, ça peut être un peu difficile d'admettre qu'il faut faire les choses dans l'ordre et qu'il ne faut pas sauter des étapes. Donc nous, là, par exemple, cette année, on avait voulu faire 3 jours de festival et puis on s'est rendu compte que c'était un peu beaucoup de passer de un open air gratuit à 3 jours. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent sur le temps long et pour construire un festival qui se tient, comme les Francopholies, c'est sur des dizaines d'années et ça se consolide d'année en année. Donc je sais pas toi, Émilie, l'expérience que tu as, du coup, tu disais c'est depuis 24 ans, donc tu as quand même vu une bonne partie de l'évolution des Franco. Comment ça a évolué pour toi? Ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est bien, finalement c'est comme les artistes quand ils débutent et tout, d'avoir une fanbase qui est solide, sur laquelle on peut compter, qui comprend bien là où tu veux aller, qui du coup se reconnaît un petit peu dans le festival année après année. Ça permet d'acquérir une confiance et puis après de passer la bonne parole. Si je fais un parallèle avec le chantier des Francopholies, parce que les Franco en effet ça a 41 ans, le chantier c'est 98, moi je suis arrivée en 2000, à partir de 2007 je me suis occupée du chantier. C'est un peu les années où on a eu la salle à La Rochelle et donc dans cette salle on y fait les concerts en sortie de résidence et c'est vrai que les premiers concerts étaient gratuits et on était 12. C'était mais les artistes qui passaient là étaient totalement inconnus. On n'en avait pas beaucoup qui avaient fait carrière, donc on ne pouvait pas dire venez, vous serez les premiers à voir un tel ou un tel. Et puis finalement, ça s'acquiert petit à petit. Donc après, on avait fait, on a eu besoin de passer en payant aussi, parce que aussi passer en payant. C'était en gratuit de base? Le chantier. Ah, le chantier, pardon. Ouais, le chantier, pas les Franco, le chantier. Et du coup, le chantier, il a été gratuit combien de temps finalement? Je pense que les premiers, donc de 98 à, je sais pas, je pense qu'on a dû commencer à mettre une billetterie en 2009 ou 2010. Moi, je me souviens, j'allais voir Big Flo et Oli, un 995 gratos. Trop bien. Ah oui, alors ça, c'est 2013, je crois, Big Flo et Oli. Mais c'était. mais sur la scène extérieure. Alors, non, c'était en hors saison, quoi. Ouais, d'accord, à l'année, ok. quoi. Dans la salle. Ouais. Bon, peut-être que c'est plus tard. En tout cas, quand on a voulu, parce qu'en fait, alors c'est compliqué, mais quand on faisait jusqu'à ces années-là, peut-être alors 2014-2015, quand on faisait la sélection du chantier des artistes, un mois avant la session. Donc en fait, on était en flux tendu comme ça parce qu'on voulait avoir les derniers artistes qui sortent. Donc on n'avait pas une programmation à l'année avec une sélection de telle date à telle date. Là aujourd'hui, donc à partir de 2014, peut-être on a structuré ça un peu comme ça.
De juillet à décembre, on fait la sélection, on reçoit les candidatures. En janvier, on annonce les résidences et les sorties de résidence. Et à ce moment-là, on a commencé à vouloir faire payant aussi, parce que quand on fait payant aussi, il y a quelque chose où on a une vue sur le nombre de personnes qui vont venir. Et en vrai, c'était super de dépenser toute l'énergie qu'on dépensait, mais quand on était 12 ou 20 dans la salle, c'est super pour ceux qui étaient là. On avait envie qu'il y ait plus de monde quand même. Donc, ça responsabilise les gens de faire payer, même si tu fais des tarifs pas chers. Et donc, on a fait un tarif carrément pas cher, où on a fait un pass pour 15 € et tu voyais tous les concerts de la saison. Et là, le pass existe encore, et donc année après année, donc ça prend du temps. Ce que vous dites là, ça prend du temps aussi pour avoir toujours finalement les feedbacks de ton public, de voir si les gens y suivent toujours, avoir ces fidèles qui sont là depuis le début, qui peuvent te dire, oh là là, franchement, soit ils te disent, en l'occurrence, nous, vous n'avez rien dit, mais c'est cher, ou bah non, mais ça vaut le coup, tu vois 3 artistes, tu as 6 concerts dans l'année pour 15 €, franchement, c'est correct. Là, tu arrives à bien sentir justement le pouls un peu des Rochelais par rapport à ça. Les gens parlent assez librement, parce que je te pose cette question, parce que des fois, quand tu as une grosse institution comme ça dans la ville, il peut y avoir un côté un peu tout est génial, et les gens te disent pas forcément les choses frontalement. Est-ce que justement tu as l'impression de pouvoir récupérer les infos sur le terrain facilement? En tout cas, j'adore faire ça. J'adore me forcer après les Franco à aller traîner, croiser les gens. Et finalement, les gens qui sont proches, souvent, ils peuvent être très critiques, quoi. Oui, bah ça, clairement. Ouais. Ou des gens que tu croises. Et après, ce qu'on a eu fait, parce que donc les Franco n'ont pas été montés par une on n'a pas de bénévoles. Donc, on n'a pas non plus le feedback d'une AG avec 800 bénévoles. Donc, on est un peu entre nous. Et donc, en 2017, je pense, dans ces années-là, on a fait des réunions d'ambassadeurs des Franco. Donc, on a posté sur les réseaux en disant, est-ce que vous voulez être ambassadeur des Franco? Et si vous voulez être ambassadeur des Franco, on se réunit. Nous, on va pouvoir à vous parler de ce qu'on fait au-delà du festival, parce que ça a toujours été un enjeu important pour l'équipe, de faire mieux connaître le chantier, mieux connaître ce qu'on fait avec les scolaires. Et ces ambassadeurs, en fait, quand on a commencé les échanges avec eux, c'était un peu de leur dire, de nous faire leur retour aussi sur leur expérience de festival. Et on continue à le faire, et donc on fait très régulièrement ce qu'on appelle des labos. Donc on a fait, l'année dernière, on a fait un labo sur le jeune public. Là, cette année, en janvier, on a fait un labo avec les centres sociaux, les structures socio-culturelles, pour savoir un petit peu. Donc on fait ça sous forme de choses un peu dynamiques, comme c'est la mode, mais en tout cas pour leur dire, voilà, quelle est votre meilleure expérience en festival avec les groupes dont vous vous occupez. Et donc, ils nous rapportent en fait qu'ils sont allés au Festival du film et que ça, c'était super. Et donc, on prend aussi des feedbacks par rapport à ce qu'ils font ailleurs, ce qu'ils aiment, quel est leur public, quelles sont leurs attentes, comment ils s'organisent, pour essayer d'avoir toujours ce lien avec les publics ou les structures et les Rochelais, finalement, et les habitants, et pas être hors sol. Ouais. Et après, on est tous, les bureaux des Franco sont à La Rochelle, à côté de la médiathèque. On est tous Rochelais et Rochelaises. Donc, forcément, on est là toute l'année à avoir des échos. Hein. Mais ça doit être dur de construire une programmation musicale, parce qu'au Francophonie, vous passez énormément d'artistes. C'est un peu pour les adultes et pour les jeunes générations aussi. Comment vous faites pour être... Est-ce que les artistes que tu vas choisir, Émilie, c'est des artistes que toi aussi tu écoutes? Comment vous créez votre programmation, en fait? Alors, non, c'est pas toujours des artistes qu'on écoute, par exemple. C'est toujours des artistes qui sont dans l'ADN des Francophonies, même si ADN, ça veut tout dire et à peu près serait quoi l'ADN des rien Franco pour dire. C'est des artistes qui aiment la scène. Ok, déjà, donc le côté live, quoi. Qui est le côté parce live, que en fait. scène et tout, donc déjà... Ouais, mais même, tu vois, en programme, on fait des progs aussi à la coursive, ouais. À la sirène. Le chantier des Francophonies, l'accompagnement qu'ils proposent, c'est sur le live, c'est sur le perfectionnement du live. Donc déjà, l'ADN des Franco, c'est d'être sur une programmation d'artistes où tu sais que les shows vont être avec du plaisir à partager. Je pense que ça, c'est notre critère premier. Sous-entendu, pas des artistes qui vont faire de la tournée parce qu'ils doivent, ils ont sorti un disque, mais qui sont pas passionnés par ça, quoi. Parce qu'il y en a qui le disent, qui assument, qui disent moi, la tournée, tout doux, quoi. Oui, tout à fait, mais en tout cas, jamais perdre de vue que, tu vois, nous, on n'a jamais voulu faire de concerts en flux sur des plateformes, tu vois, on a toujours voulu dire, en fait, on donne la priorité, vraiment, les Franco, ça existe sur les spectacles. Et après, tu fais aussi la programmation en fonction de ta config, vraiment, des écrins que tu as ou que tu crées.
Alors, nous, on les a créés il y a longtemps, donc on ne se questionne pas. Les questions que peut-être vous pouvez avoir, est-ce que la scène est bien placée comme ça? Est-ce qu'on peut avoir une jauge plus grande? Mais c'est vrai que nous, si on regarde le panel des 6 scènes qu'on a, on a la grande scène où il y a 12 000 personnes, mais on a les salles à la coursive où il y a 1000 assis, 200 assis, donc la Sirène 1200 debout, mais à l'intérieur. Donc, en fait, tu ne vas pas programmer les mêmes artistes. Donc ça te guide un peu sur tes choix. Et puis, c'est sûr qu'au bout de 41 ans, comme ça, oui, on aime bien l'équilibre qu'on arrive à trouver de se dire que on a des moyennes d'âge à 25 ans un jour et à 49 ans le lendemain. Tout le monde est venu au Franco, ouais. Mais personne n'a passé la même soirée, n'en parlera de la même façon. Ça nous demande beaucoup d'adaptation aussi sur les questions d'accueil, parce que ces publics-là, ils sont tellement différents qu'ils n'ont pas les mêmes attentes de ce que tu leur proposes, de comment tu les accueilles, de l'expérience à vivre. Et je crois aussi que Jean-Louis Foulquier, il souhaitait rassembler tout le monde malgré leurs différences. Est-ce que actuellement les Francopholies c'est toujours la même identité et le but c'est de rassembler tout le monde malgré toutes les différences? Oui, ça a été notre notre ligne en fait de projection après le Covid finalement. En tout cas, on l'a re-questionné comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu tellement peur, un peu comme tout le monde, qu'après le Covid, on ne puisse plus finalement faire la fête presque, qu'on s'est dit, si on recommence en format normal, donc c'était 2022, il faut vraiment qu'on le fasse pour tout le monde. Et donc là, on a fait le choix de se dire que la programmation 2022, quand on l'a annoncée en novembre 2021, on a annoncé 37 noms. Donc on a de suite annoncé les têtes d'affiche de la grande scène, mais aussi la prog métal de la Sirène, les découvertes de Verdière, pour dire en fait on envoie un signal fort en termes de prog, de dire non, ce n'est pas que les têtes d'affiche de Saint-Jean d'Arc, il y a tout ça au Franco, donc ça peut être pour toi. Et après les soirées à la Sirène, je me permets d'interrompre, excuse-moi, elles sont vraiment bien rentrées maintenant, j'ai l'impression dans la vie des Rochelais. Ouais. Parce que la Sirène, c'est une salle qui peut être super pleine, mais aussi parfois assez vide, parce que la programmation reste justement assez pointue, quoi. Et là, je vois que depuis 2-3 ans, même moi, j'ai pas mal rencontré de nouveaux Rochelais, vu que je suis revenu habiter à La Rochelle après 10 ans sans être ici. Et ils me disaient, les Franco, trop bien, nous on va juste à la Sirène, mais c'est trop cool. Et c'est vrai que les hors les murs, c'est un vrai plus pour un festival, je pense, surtout avec cette échelle-là. C'est ce qui va en faire sa spécificité par rapport à d'autres festivals aussi qui n'ont que du plein air finalement. Et après, ce qu'on a mis en place en 2022, c'est le partenariat des billets suspendus avec le Secours Populaire, où là on s'est dit en vrai il faut que ce soit pour tout le monde aussi dans sa situation financière actuelle. Et donc on a mis en place ce principe que les festivaliers, quand ils achètent leurs billets, ils puissent donner dans une cagnotte pour le Secours Populaire, que les entreprises qui sont partenaires, quand elles achètent toutes leurs opérations de RP, elles puissent donner. Et donc ça a complété ce qu'on faisait déjà avec eux, mais à une autre échelle. Et là, cette année, on leur a remis 200 billets. Et je sais qu'ils sont partenaires aussi du festival, et le Secours Populaire de Charente-Maritime sont vraiment exceptionnels. Vraiment, je salue très régulièrement leur travail, et il faut le souligner. Parce que ce qu'ils nous ont dit tout de suite, c'est OK, on veut bien, votre opération, c'est super, mais nous, on veut que les gens puissent choisir les spectacles où ils veulent aller. Et donc, en fait, chaque année, on garde des quotas sur toutes les séances. Et ça veut dire que les places qu'on remet, ça peut être pour aller voir SDM sur la grande scène ou pour aller voir Alain Chamfort au Théâtre. Ça passe pas un peu fond de tiroir, allez. Oui. Il reste des places sur cette soirée, c'est sur cette soirée quand. Et ça, c'est super parce que du coup, ça donnait un sens supplémentaire qui était celui qu'on avait envie d'atteindre. Et donc vraiment, c'est ce travail qui était complémentaire. Et là, vraiment, c'est précieux. C'est précieux, je les adore. Donc finalement, vous avez envie aussi de dire par là que les Francopholies, ça reste encore accessible en termes d'accès, parce que les billets, c'est vrai qu'ils ont vite grimpé, mais vous pensez que ça reste toujours un peu accessible? Là, donc, si on part un peu sur les contextes actuels, économiques des festivals, en effet, tous les festivals ces dernières années ont dû augmenter leur prix d'entrée. Pour autant, là, cette année, on était sur 60 € pour 5 artistes par soir. Sur la grande scène, donc en format tête d'affiche. Là, du coup, si tu fais le rapport à l'artiste, ça reste pas cher si tu compares aussi à un spectacle en salle. Donc oui, on a vraiment cette volonté. Les billets suspendus, ça permet de compléter. Et après, il y a donc cette année, suite au labo avec les centres sociaux, on a fait un principe de parcours pour eux. Donc en fait, on leur a permis d'identifier ce qu'on faisait dans le festival qui parfois ne se voit pas. Et de nous solliciter sur venir assister à des balances, faire une visite du site de la grande scène. Médiation un peu, quoi.
Comment C'est un peu de la médiation. La médiation, clairement, c'est carrément de la médiation. Mais c'est vrai que nous, on avait l'impression que c'était visible. Et quand on les a rencontrés en janvier dernier, on s'est rendu compte que c'était pas ni visible ni lisible, et qu'il a fallu prendre le temps de leur parler, de leur présenter. Et donc là, on a eu 22 structures qui sont venues avec une vingtaine de jeunes chacun et qui ont fait ces parcours. Et ça c'est super aussi pour la dynamique. Et après, les Franco, c'est un festival à taille humaine. Alors en fait, il y a toujours cette chose-là avec les Franco, c'est que médiatiquement, comme on le disait tout à l'heure, parce que France Inter a toujours retransmis, parce que souvent il y a des concerts sur France Télévisions qui sont captés au Franco, c'est un festival qui est très médiatique, mais on est sur une jauge à 12 000 personnes. Quand dans le même temps, il y a les Vieilles Charrues à 50 000, le Hellfest c'est 70 000. Enfin, c'est pas non plus. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est dans une autre échelle. Donc en fait, on a cette difficulté-là, en fait, de nous placer à un endroit où on est 9 dans l'équipe à l'année. Donc finalement, on n'est pas très nombreux non plus. Et on fait le chantier, on fait Francophonie Éducation. Est-ce que tu peux nous détailler les 9 personnes qui bossent à l'année Est-ce que tu peux nous détailler qui sont les 9 personnes par leur rôle? Je pense que c'est intéressant. Pour nos auditeurs de savoir c'est quoi des postes de festival. Ouais. C'est partie des trucs qui se voient pas. Eh ben, pas de souci, j'y vais. Alors donc du coup, on a un président qui est Gérard Pont, donc du coup qui a la direction artistique dans sa globalité, qui nous interpelle quand il y a des enjeux importants qu'on n'aurait pas vu de contexte, de structure. Ensuite, on a donc cette nouvelle co-direction qu'on a avec Dimitri Gavinck. Donc lui, Dimitri Gavinck, il a plutôt la co-direction sur la partie plutôt administrative. Il était l'administrateur des Franco. Moi, je l'ai plutôt sur le projet, son développement, représenter les Franco. Ensuite, il y a un service partenariat où il y a 3 personnes. Donc sur du partenariat privé principalement. Donc une personne qui a la direction de ce service, une personne qui est sur la recherche de sponsoring au niveau national et une personne qui est sur la recherche de partenaires au niveau local. Et la directrice de ce service, elle a aussi tout le pôle logistique, donc tout ce qui est lié à, on va dire, l'aménagement scénographique du site, tout ce qui est lié au catering, tout ce qui est lié au mobilier. À côté de ça, il y a le service artistique, où là c'est Pierre Poli qui fait la programmation avec Alice Eslan, donc ils sont 2, sachant qu'Alice, elle a en plus comme mission de faire toute la partie contractualisation, donc tous les suivis de contrat des artistes avec les prods. Admin, quoi. Comme nous on a sur le festival, là, Thomas qui est en prod aussi, quoi. T'avais fait le tour par rapport à l'équipe, Émilie? Non. Je sais pas, on était à 9 déjà, non? Non, normalement non. J'ai l'impression qu'il en reste au moins 3. Ouais, je pense. Ah, j'ai mal compté. Je laisse continuer. Allez, pardon. et je termine vite. Il y a une personne à la billetterie. Ouais. Il y a une personne à Francophonie Éducation. Et il y a une personne à la comptabilité. Ok. Voilà. Vous et après, déléguez pas, entre guillemets, ça, vous n'avez pas de cabinet comptable externe, c'est genre une personne qui est chef de la compta, quoi. Ah ouais, carrément. Ok, ouais. ok. Intéressant. Et du coup, vous, Titouan et Manon, ressemble à quoi votre équipe? Parce que du coup, ils sont 9, vous êtes combien en tout là pour organiser ce gros festival? Après, attends, je me permets, je vous laisse la parole. Je veux juste te dire, donc on est 9 à l'année permanent des Francophonies. Oui, okay. Ensuite, forcément, sur la partie technique, on travaille avec des intermittents et des intermittentes. Sur la coordination du chantier, on est aussi avec un collègue qui est en prestation extérieure. Donc il y a des équipes aussi qui se renforcent à partir du mois de février. Il y a du monde qui arrive en CDD, en stage. Voilà, donc et à la fin, on est 280. 280, c'était ça ma question. Différence. Ok, au maximum, vous êtes à combien? 280, ouais, c'est énorme. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de postes qui sont vraiment multicasquettes et qui gèrent des choses qu'on n'associerait pas instinctivement. Par exemple, le côté partenariat et puis tout l'aspect logistique. Mais je pense que c'est essentiel aussi. Enfin, nous, on fait un peu ça aussi par contrainte, dans le sens où on n'est pas assez pour déléguer des postes vraiment très précis. Donc on est aussi à gérer plein de trucs en même temps. Là, cette année, on a quand même réussi à déléguer plein de choses à des responsables de pôle, qui font que on a vraiment quelqu'un qui est dédié vraiment à la restauration. Ça a tout changé. Au bar, ça a tout changé. À la régie-site, on a des super régisseurs là. Une régisseuse et un régisseur, donc ils sont 2, avec Momo en plus, ils étaient vraiment une équipe de 3. Ça a vraiment tout changé pour le montage et l'exploitation du site. Je me permets de compléter sur un peu le côté storytelling du festival.
qui aide souvent à se mettre en contexte. En fait, nous, en tant que jeune festival, en fait, à tout moment, tu peux partir de l'équipe beaucoup plus facilement que avec un gros festival où tu dis oula, je plante les francopholies, je vais être blacklist là. Planter Borlatas, pour l'instant, c'est moins grave. Et donc, forcément, on a eu quelques petites aventures. Alors, certaines qui étaient justifiées. Par exemple, on a eu une scénographe qui bossait avec nous, qui a eu un enfant, elle nous a prévenu à l'avance. Ok, super. Et d'autres beaucoup moins. Et là, notamment, on a eu une défection de régie à 3 semaines du festival, ce qui est très grave, en vrai, régisseur général. Et là, en fait, coup du sort, on récupère des régisseurs au top. Et donc, comme quoi, tu peux toujours transformer l'essai au niveau des équipes, mais faut être sûr que tu aies des gens qui soient réellement motivés par le projet. Alors, faut aussi les payer décemment, ça aide. Mais c'est un équilibre entre les deux. Moi, avant, je pensais que c'était soit vraiment beaucoup de passion, ou alors un gros billet, que l'un ou que l'autre marche pas, je pense, pour souder une équipe. Bon, dans ce cas-là, c'est plus une équipe, quoi, c'est des prestataires. Et nous, cette année, on a réussi quand même à fédérer une équipe qui est vraiment chouette. Et même si on a des doubles casquettes, etc., j'ai quand même l'impression qu'on est une team. Et c'est peut-être la première année, depuis la première édition du festival, qu'on peut dire ça sincèrement. Parce qu'en 3 ans, l'équipe a beaucoup changé. Bah, en fait, au début, il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait personne. Quoi. On a quasiment tout monté. La première édition, moi et Manon, Emmanuel qui gérait les bénévoles, et Baptiste Pochon d'Alpha Audio qui nous a énormément accompagnés techniquement sur tous les premiers trucs. Mais ça fait 4 personnes et on s'est fait défoncer. En plus, la première année, on attendait 300 personnes, on en a eu 1200. Ah oui. Donc on s'est dit, ok. Et moi j'ai une question parce que Manon et Titon, vous êtes tous les deux les cofondateurs du festival, vous occupez exactement le même poste. Est-ce que vous ressentez que, enfin, c'est pas vraiment le même poste? Si, non mais continue ta question, t'inquiète. Et moi du coup je voulais savoir si il y avait une différence, j'ai réussi à le dire, c'est un peu compliqué à dire. Non mais est-ce que le fait que ce soit une femme qui occupe le poste, eh bien c'est plus compliqué, je sais pas, de s'imposer, d'être plus autoritaire? Est-ce que vous le ressentez là dans la façon de manager l'équipe? Complètement. C'est ouf. Bah là, pour reprendre sur cette défection là dont on parlait, typiquement, comment dire, je trouve que c'est, par exemple, moi on a des personnalités qui se complètent avec Titouan, qui peuvent se compléter ou qui peuvent, je sais pas comment dire. On s'est très peu embrouillé malgré les grosses galères qu'on a eues. Ouais. Mais clairement, il y a des situations qui correspondent à l'inverse de notre caractère, l'un et l'autre. Donc ça tempère. Voilà. Mais par exemple, moi, il y a des situations dans lesquelles je devrais être beaucoup plus ferme et j'ai du mal parce que c'est pas dans mes habitudes et puis c'est pas du tout mon métier. Donc le fait de manager une équipe, ça peut être un peu plus difficile, je trouve, de prendre ses responsabilités. Là où Titouan va être plus frontal ou plus direct dans ses idées. Voilà. Des fois, mais je pense qu'il y a des trucs où je vais être, par exemple, trop directif, de manière un peu injustifiée, et clairement, je me le permets en partie parce que je pense que je suis un mec et que c'est le privilège d'être un mec. Je sens bien dans l'action du truc que c'est une extension de ça, que c'est un peu naturel, sauf qu'en fait, c'est pas naturel, c'est un truc social. Oui, évidemment. Et en l'occurrence, on s'est retrouvé avec des gens qui répondaient pas à Manon sur des sujets très importants où elle était la responsable. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé où les gens te répondaient pas alors que c'est à toi qui devais répondre? Bah typiquement la régie quoi. En fait avec Titouan on s'était divisé certains pôles où on devait coordonner lui et moi différents pôles. Et donc moi j'avais la régie notamment et avec la personne avec qui on était, j'ai eu beaucoup de mal en fait à avoir un contact régulier avec lui. Du fait aussi que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience ou qui prenait pas forcément au sérieux le fait que je lui demande des choses, etc. Parce que t'es tout simplement une femme, tu penses? Non, je pense pas. Non, pas seulement. C'est aussi le fait que je sois plus jeune. C'est un ensemble de choses. Mais disons que c'est clair qu'il n'avait pas la même approche avec Titouan et Titouan avec lui. Mais comment dire? Moi aussi, on met des plans. Hein. C'est aussi une histoire de monter un festival où tu es tout le temps un peu en train de tirer au maximum les choses, surtout quand tu es un festival émergent et que tu sais que, par exemple, tu vas pas pouvoir sortir le même billet que les francopholies sur des sujets techniques. Et c'est pas que tu veux pas le faire ou que tu veux gagner de l'argent, c'est que tu regardes ton déficit et tu te dis waouh, surtout une année comme celle-ci. Donc ça demande des fois un peu de forcing, mais faut pas passer la limite où tu te mets en porte-à-faux avec les gens et en même temps faut être suffisamment ferme et clairement oui, nos forces s'équilibrent là-dessus, mais c'est un truc d'expérience.
Mais du coup, ce serait quoi la technique que tu as, toi, Manon, pour essayer d'être le plus ferme possible quand c'est difficile de l'être? Est-ce que t'as établi une petite stratégie? Stratégie, je sais pas, mais ça m'aide. Enfin, ce qui m'aide le plus, c'est juste de me mettre dans la peau d'une femme inspirante ou d'une femme forte. Enfin, je sais pas, de Comme penser qui, à par quelqu'un d'un peu badass. Je sais pas comment dire. Je vois un peu le truc. Ok. Ou des lectures. Enfin, là, avec dans notre génération, quand même, on a beaucoup de lectures féministes, d'exemples qui peuvent servir à s'inspirer, à pas avoir que des modèles masculins, notamment dans la culture et dans le fait d'avoir des responsabilités au niveau culturel, parce que c'est quand même assez rare, quoi. Ah oui, c'est une réalité, c'est rare d'avoir des responsabilités en tant que femme dans la culture. Moi, je travaille beaucoup sur le jazz, par exemple. Le jazz, ça fait vraiment partie des genres. Je crois que c'est le genre où les femmes sont vraiment le moins représentées. C'est même pire que le classique. C'est extrême, hein, les chiffres. C'est vraiment, Ah oui. Ah ouais, c'est bien, je sais pas bien moins de 50%, quoi. Ouais, et que ce soit au niveau, bien sûr, des musiciennes, mais aussi des directrices de labels, des directrices de festivals, etc. Il y en a très très peu. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Émilie, par rapport à ça, ou si t'as l'impression que comment dire... Est-ce que tu as les mêmes problèmes à une autre échelle en tant que directrice des Francopholies? Peut-être si on reprend le début de ta carrière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été pareil que Manon au début de ta carrière? Je sais pas, je pose plein de questions. Oui, bien sûr. Je me reconnais dans plein de choses. Déjà par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on passe toujours notre temps quand on organise un festival à anticiper une organisation qui se passera jamais. Voilà, donc il faut toujours avoir en tête que qu'on soit petit ou gros, en fait, et c'est ce qu'on dit aux gens qui arrivent comme ça en stage avec nous, là on prépare l'anticipation, on anticipe tout ce qu'on peut anticiper parce qu'après il nous faut du temps pour gérer ce à quoi on n'a pas pensé, ou ce qui va... Et on se retrouve face à des situations où il manque des gens, ou tout d'un coup, voilà, franchement on en a plein des couacs à tout niveau. Par rapport à la question de la femme et de sa position, alors moi j'ai une autre stratégie que la tienne. Donc moi j'ai un ton autoritaire et je ne sais pas s'il est naturel ou s'il est social, et je sais que j'ai une collègue qui quand on a fait les débriefs là, elle m'a dit l'année prochaine j'aimerais que quand tu dis non tu me dises pourquoi. Je dis Z, alors en septembre là, je dis mais c'est-à-dire je dis non. Je crois qu'on a un petit problème en commun tous les deux. Des fois tu dis non. Mais du coup c'est quelque chose de très spontané, et donc ça c'est des choses qui sont pour le coup, je pense qu'ils m'appartiennent et sur lesquels il faut que je travaille personnellement. Après, par rapport aux équipes avec lesquelles travailler, celles qui sont sur les métiers parfois techniques, parce que du coup, ça demande des techniques qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon domaine. Moi, j'ai plutôt pris le contre-pied, en fait. J'ose poser toutes les questions que j'ai. Et en fait, je vous assure, c'est assez magique de poser des questions bêtes, parce que je pense ou évidentes, ou en tout cas qui sont évidentes pour les autres, ou qui sont décalées parce qu'on les formule pas de la même façon. En fait, ça permet aux gens en face de te répondre d'une certaine manière, et finalement de faire un sillon un petit peu sur des vrais sujets, et finalement de montrer au fur et à mesure que la question n'était pas si bête que ça, finalement. Oui. Tu reprends le truc depuis le début et tu remontes, et tu fais comprendre à l'autre. Donc du coup, voilà. Donc je m'intéresse comme ça. Enfin, je me suis pas du tout fermée sur aucun sujet. Je pense que je les ai vraiment parfois largement agacés et tout ça. Après, nous, on a aussi Élise Barbier, qui est votre super régisseuse dans notre équipe technique. Et donc ça, c'est aussi un plus, parce que c'est une autre façon de parler. C'est d'autres codes, en fait, qu'on peut avoir aussi peut-être entre filles, et qui fait que on échange différemment et on se comprend du coup mieux, donc des choses que je comprends mieux, donc je peux arriver après il y aura toujours des moments où on sentira bien qu'on est une femme, quoi. Donc il faut toujours être alerte
finalement, mais se faire confiance et oser. Vraiment. Mais du coup, comment on ose? Parce que oser, on dit beaucoup oser, mais comment on fait pour oser? Parce que des fois, c'est-à-dire arrêter de se dire qu'on n'est pas capable. Oui, arrêter de se dire qu'on n'est pas capable et que s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas, allez voir. Moi, je me souviens très bien, il y a 2 ans, rentrer dans à la régie générale du festival à la Régie Son et d'aller voir l'ingé son parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas bien et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas bien. Le gars m'a vu arriver, je pense qu'il a dû se dire qui est cette personne qui vient me poser ces questions-là, ça veut dire quoi? Je remettais pas en cause son travail, je voulais juste comprendre. Et donc aussi, finalement, par ce biais-là, on s'intéresse à la personne, on s'intéresse à son métier, et puis parfois, du coup, on est aussi très agréablement surprise, parce que du coup, on tombe sur des gens passionnés, et du coup, on a une vraie complicité. Ensuite, tu me dis, ah non, mais par contre, ça, il faudrait changer ça, parce que ça, tu comprends. Et donc après, quand tu reviens en réunion avec une direction technique, tu peux dire, ouais, mais par rapport au son, en fait, parce que moi, et là, du coup, ils sont bluffés que tu. D'où ça rappelle tu sors beaucoup, ça Je sors ça parce que je suis allée voir le gars. Oui, en fait, mais t'as osé? Bah ouais, j'ai osé. En fait, ils attendent que t'aies un petit peu de connaissances pour te prendre au sérieux, visiblement. Mais c'est un peu comme tout, j'imagine. Oui, mais oui. Là, en fait, c'est assez facile d'être sur l'exemple de la technique, mais c'est pour tout. C'est toujours comme ça, en fait. Quand, par exemple, pour un autre exemple qui n'a rien à voir, mais quand on accueille les jeunes artistes au chantier et qui travaillent en résidence avec nous, on demande à des artistes plus confirmés de venir travailler avec eux. Et on voit bien dans le regard de certains artistes, les artistes confirmés qui sont légitimes pour eux et ceux qui ne le sont pas. Parce que du coup, ça leur évoque des choses, parce qu'ils reconnaissent une technicité, une performance. Et donc du coup, tu es plus à l'aise quand... Donc ça, on te demande toujours, finalement, oui, un peu de prouver que tu sais un petit peu ce que tu fais, ouais. Et donc, quand tu es sur des endroits où tu sens que ça peut être des sujets un peu délicats, parce que ça se voit sur ta tête ou dans ton comportement, que tu n'es pas de la technique, du coup, il faut y aller encore plus, finalement. Tu fais des erreurs, tu poses des questions bêtes qui font perdre du temps aux gens pendant longtemps, mais c'est du temps de gagner dans la communication future, en fait. Dans le fait de dire, en fait, ça va se faire avec moi. Ouais, exactement. Ça va pas se faire sans moi. Du coup, on va continuer. Est-ce que vous voulez qu'on continue ce débat ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause musicale Une petite pause musicale. On fait une petite pause musicale. Ok, eh bien on se quitte en musique avec Soleil Bleu de Bleu Soleil de Louisa. C'est parti. Tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain comme une incantation? Et je dis, oh, laisse-moi vivre comme je veux.